La pyramide de Gunung Padang, située à Java, en Indonésie, est l'un de ces lieux capables de bouleverser complètement notre conception des origines de la civilisation humaine. Lorsque nous pensons aux pyramides, nous imaginons souvent les grandes structures d'Égypte ou les constructions monumentales de Mésoamérique, mais nous associons rarement ces formes imposantes à des endroits comme l'Indonésie. Pourtant, Gunung Padang ne se contente pas d'exister. Elle renferme un mystère d'une ampleur telle qu'il pourrait obliger à réécrire des chapitres entiers de notre histoire. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est que, pendant longtemps, elle est restée enveloppée d'un silence presque absolu, connu seulement de manière superficielle et sans attirer l'attention jusqu'à quelques décennies en arrière. Son étude approfondie, qui a pris une ampleur significative après 2011, a soulevé des questions qui semblent défier les chronologies conventionnelles. Après tout, s'agirait-il de la pyramide la plus ancienne que nous connaissons sur Terre, construite bien avant les civilisations sumériennes, égyptiennes, mayas et d'autres encore considérées comme les berceaux de notre parcours historique? Ou bien serait-ce une énorme méprise, le reflet d'interprétations controversées et du désir de découvrir des civilisations perdues partout? Alors que de nombreux chercheurs débattent encore, Gunung Padang demeure là, témoin silencieux d'une époque qui a peut-être existé avant que les mers ne s'élèvent à la fin de la dernière ère glaciaire. L'histoire de cette colline mystérieuse commence, selon les archives officielles, en 1914, à une époque où Java faisait partie des colonies néerlandaises. Cette année-là, un colon européen, intrigué par d'anciennes légendes que les habitants locaux racontaient sur des rois mythiques et des palais fabuleux cachés dans la dense forêt, décida de s'y aventurer. On ignore si ses intentions étaient de découvrir des trésors ou une structure qui confirmerait ses récits, mais le fait est qu'il revint en parlant d'une colline surprenante, présentant des marches superposées, presque comme si le terrain avait été sculpté par la main de l'homme. De plus, il rapporta avoir vu des blocs rectangulaires pesant des centaines de kilos, dispersés au sommet. Il supposa qu'il se trouvait face aux vestiges d'un palais ancestral ou de quelque chose digne d'une expédition archéologique. Il écrivit aux autorités néerlandaises, qui cependant ne menèrent jamais d'investigation approfondie. Ces récits furent brièvement consignés dans des rapports d'antiquité de l'époque, mais l'intérêt réel sembla minime. Peut-être que l'administration coloniale avait d'autres préoccupations, ou peut-être y avait-il un scepticisme quant au potentiel archéologique du site. Quoi qu'il en soit, Gunung Padang retomba dans l'oubli des archives. L'indépendance de l'Indonésie en 1949 apporta des changements politiques et sociaux profonds, mais la redécouverte officielle de Gunung Padang n'eut lieu qu'en 1979, lorsque 3 habitants de la région, cherchant des ressources dans la forêt, tombèrent sur cette imposante élévation. Cette fois, ils portèrent l'histoire aux autorités locales qui envoyèrent des équipes d'archéologues et de spécialistes du patrimoine pour examiner les lieux. Il fut alors constaté qu'il y avait effectivement quelque chose d'inhabituel. Une grande quantité de blocs d'andésite formant des terrasses s'élevant jusqu'au sommet de la colline, reliés par un vaste escalier de plus de 300 marches. La population locale appelait déjà cette élévation Gunung Padang, ce qui, dans un ancien dialecte, peut être traduit par montagne de lumière ou montagne de l'illumination. Parmi les pierres, les chercheurs identifièrent des échantillons datables situant le site archéologique entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ, ce qui le plaçait dans la même période que d'autres établissements mégalithiques dispersés à travers le monde. C'était intéressant, mais cela ne semblait pas révolutionner les connaissances sur les sociétés anciennes. Ainsi, la découverte fut consignée dans des documents officiels, mais sans provoquer de bouleversement dans les théories sur la civilisation. Pendant des décennies, Gunung Padang resta presque ignoré par les projecteurs internationaux. Quelques publications académiques virent le jour en Indonésie, mais l'intérêt mondial pour l'archéologie se focalisait sur des sites comme Stonehenge, les pyramides égyptiennes, le Machu Picchu ou plus récemment Göbekli Tepe en Turquie.
Ce que peu savaient, c'est que là, au cœur de Java, se trouvait une anomalie géologique, ou plutôt archéologique, ayant le potentiel de susciter des débats aussi profonds que ceux soulevés par Göbekli Tepe. Ce n'est qu'en 2011 que cette histoire commença à révéler qu'il y avait bien plus à Gunung Padang que ce que l'on supposait au départ. Cette année-là, un géologue chevronné de l'Institut des sciences d'Indonésie, Dani Hilman Natawijaya, entra en scène. Habitué à étudier les formations volcaniques et les mouvements tectoniques dans un pays marqué par une activité géologique intense, il fut frappé par la forme de la colline de Gunung Padang. Il lui semblait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une colline naturelle, mais peut-être de quelque chose qui avait été sculpté ou construit. Avec ce soupçon en tête, Natawijaya rassembla une équipe interdisciplinaire et, avec le soutien du gouvernement indonésien, entreprit d'examiner en profondeur ce qui se trouvait réellement sous la végétation et la couche superficielle de pierre. C'est alors que l'utilisation de technologies comme la tomographie sismique et le radar à pénétration de sol révéla un panorama stupéfiant. Sous les blocs visibles, d'autres couches de roches étaient disposées selon des motifs qui semblaient apparemment avoir été façonnés par la main humaine. L'étude s'approfondit grâce à la datation au carbone 14 d'échantillons de sédiments et de matériaux organiques recueillis lors des forages. Le résultat initial a indiqué 3 couches distinctes. La première, juste sous la surface, confirmait les dates traditionnelles, soit environ 2500 à 3500 ans en arrière. Jusqu'à ce stade, rien qui puisse surprendre la communauté archéologique. Cependant, à partir de là, la chronologie devenait de plus en plus intrigante. La deuxième couche, située à environ 3 mètres de profondeur, semblait remonter à une période avoisinant 7500 à 8300 ans. Cela représentait déjà un âge bien plus reculé, situant la construction ou l'occupation du site à une époque où la civilisation sumérienne n'existait même pas, et encore moins la civilisation égyptienne. Si cette découverte suffisait déjà à attirer l'attention, que dire alors de la troisième couche, qui, en certains points, semblait dater de 20 000 à jusqu'à 28 000 ans en arrière. Ce chiffre est si extraordinaire que certains archéologues ont immédiatement réagi avec scepticisme. Après tout, selon le paradigme conventionnel, il y a environ 20 000 à 30 000 ans, les humains modernes dispersés sur la planète vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, sans aucun signe de construction mégalithique. Alors, comment expliquer une structure d'une telle ampleur? L'attitude sceptique de nombreux archéologues n'a rien de surprenant, car accepter l'hypothèse selon laquelle Gunung Padang aurait été érigé, ou du moins initié, à une époque antérieure au dernier maximum glaciaire, lorsqu'une partie significative de la planète était recouverte de glace, impliquerait de repenser largement ce que nous croyons savoir sur le développement technologique et social des peuples anciens. L'âge des couches les plus profondes, si confirmé, placerait Gunung Padang comme un jalon archéologique aussi disruptif que la découverte de Göbekli Tepe, en Turquie, qui a bouleversé le monde en révélant des structures monumentales vieilles d'environ 11 000 à 12 000 ans. La différence réside dans le fait que les dates avancées pour Gunung Padang dépassent ce seuil et pourraient situer le site dans une période qui défie pratiquement toute la chronologie acceptée de l'émergence des premières grandes sociétés humaines. Pour rendre le sujet encore plus controversé, le gouvernement indonésien, à l'époque dirigé par le président Susilo Bambang Yudhoyono, a largement soutenu les recherches. D'importants investissements et des ressources officielles ont été alloués, y compris la présence de militaires aidant à la logistique des fouilles et la construction d'un héliport au sommet de la colline pour faciliter les déplacements des autorités. Le président est même allé jusqu'à déclarer publiquement l'importance de Gunung Padang, la décrivant comme une découverte qui, à terme, pourrait être significative pour l'humanité. Cet enthousiasme officiel a suscité un malaise parmi les cercles traditionnels de l'archéologie, tant en Indonésie qu'à l'échelle internationale.
certains estimant qu'un excès de sensationnalisme ou un biais patriotique pouvait être à l'origine de la communication autour des découvertes. De plus, une partie de la communauté académique a affirmé que les méthodes de fouille utilisées par l'équipe de Natawijaja ne respectaient pas strictement les normes de l'archéologie conventionnelle, s'approchant davantage d'une approche géologique, ce qui, selon eux, pouvait conduire à des interprétations erronées des structures souterraines. L'argument principal de ceux qui rejetaient, ou du moins remettaient en question, les datations très anciennes était la possibilité de contamination des échantillons, un phénomène fréquent sur des sites tropicaux. Dans des climats comme celui de l'Indonésie, l'infiltration des eaux de pluie, la pénétration des racines et le déplacement de matières organiques peuvent transporter des sédiments plus récents vers des couches profondes, faussant ainsi les résultats de la datation par le carbone 14. Natawijaja et ses collègues se sont défendus en affirmant avoir pris des précautions en prélevant des échantillons dans des couches stables, mais la controverse demeure. Certains insistent également sur le fait que les anomalies révélées par les radars pourraient être des formations géologiques naturelles qui ne semblent être des constructions humaines qu'aux yeux de ceux qui sont déjà convaincus de l'existence d'une pyramide à cet endroit. Toutefois, certains éléments vont au-delà de la simple datation et renforcent l'hypothèse selon laquelle Gunung Padang est bien une structure artificielle de grande envergure. On observe des motifs réguliers dans la disposition des blocs, certaines zones suggérant l'existence de chambres internes et la présence d'un ciment composé de silice, d'argile et de fer, liant les blocs d'andésite. Cela soulève une question essentielle. Quel degré de connaissance en métallurgie et en ingénierie ces bâtisseurs possédaient-ils si la structure est réellement très ancienne? Des objets intrigants ont également été découverts, notamment de petites pièces de monnaie que certains affirment dataient de 5200 ans avant notre ère, alors que l'archéologie traditionnelle situe l'invention des premières monnaies vers 600 ans avant notre ère, en Lydie. S'agirait-il de preuves d'une civilisation plus avancée que ce que l'on suppose pour cette région du monde à une époque aussi reculée ? Ou bien ces artefacts proviendraient-ils de périodes plus récentes et auraient-ils été mélangés aux couches souterraines? Comme si tout cela ne suffisait pas à nourrir l'imagination, il existe aussi des récits locaux évoquant une énergie mystique émanant des blocs d'andésite. Des chercheurs ayant apporté des équipements de mesure des fréquences sur le site affirment avoir enregistré des émissions sonores et vibratoires étonnamment alignées avec l'échelle musicale occidentale. Cela a rappelé à de nombreux passionnés les recherches sur l'acoustique d'autres sites anciens, comme la Grande Pyramide de Gizeh, où certains prétendent avoir identifié des propriétés résonantes particulières dans ces chambres internes. Bien que la validité scientifique de ces études sur les fréquences soit contestée par de nombreux spécialistes, l'idée selon laquelle les peuples anciens comprenaient et utilisaient les vibrations sonores et les résonances géologiques alimente toutes sortes de théories sur d'éventuels savoirs perdus au fil du temps. Au milieu de cette vague croissante de curiosité et de polémique, l'année 2014 est arrivée. La présidence de Susilo Bambang Yudhoyono touchait à sa fin et, avec son successeur Joko Widodo, un changement d'attitude envers Gunung Padang s'est opéré. Le financement gouvernemental s'est tari et les fouilles ont été abruptement interrompues. Natawijaja et ses collaborateurs ont été écartés du projet et les autorités ont mis fin ou limité les visites de recherche. Depuis lors, Gunung Padang est pratiquement resté figé, du moins en ce qui concerne les enquêtes approfondies qui pourraient, enfin, confirmer ou réfuter ces datations les plus controversées. Malgré quelques initiatives ponctuelles de groupes privés ou des tentatives indépendantes d'études, le site n'a pas retrouvé de fouilles systématiques et intensives. Ainsi, le grand mystère demeure intact, alimentant aussi bien l'imagination que les suspicions. Pour tenter de comprendre ce que représente Gunung Padang dans un contexte plus large, il convient de rappeler que
Il y a quelques décennies à peine, le simple fait de suggérer l'existence de structures mégalithiques datant de plus de 10 000 ans aurait été perçu presque comme une fantaisie ou une pseudo-science. Cependant, la découverte de Göbekli Tepe, en Turquie, dans les années 1990, et ses datations remontant à 9600 avant Jésus-Christ ont définitivement ébranlé la conviction que les grandes constructions n'auraient fleuri qu'après la diffusion de l'agriculture vers 8000 avant Jésus-Christ. Göbekli Tepe est aujourd'hui considéré comme un site légitime, largement accepté, et démontre que des peuples de la période pré-agricole étaient capables d'ériger des structures monumentales à des fins cérémonielles ou religieuses. Bien que Göbekli Tepe soit millénaire plus récent que les datations les plus extrêmes proposées pour Gunung Padang, il a servi de précédent à l'hypothèse selon laquelle l'histoire de la civilisation pourrait être bien plus complexe que ne le laissaient entendre les livres d'archéologie il y a quelques années. Cette comparaison inévitable avec Göbekli Tepe pousse de nombreuses personnes à se demander s'il a déjà été possible d'accepter Göbekli Tepe comme un site vieux de 11 000 ou 12 000 ans. Pourquoi ne pas admettre la possibilité d'une structure encore plus ancienne ailleurs, comme en Indonésie? La réponse réside généralement dans l'absence de consensus scientifique et les difficultés à confirmer les âges proposés. À Göbekli Tepe, il existe des preuves solides de céramique, d'ossements d'animaux dans des contextes de construction, de charbon de bois pour les feux, le tout dans des positions stratigraphiques cohérentes, corroborant les datations par radiocarbone. À Gunung Padang, l'histoire est plus complexe, car lorsqu'on perce 15 mètres sous la colline, il faut être extrêmement prudent pour garantir que le matériau organique daté appartient réellement à la couche de construction et ne s'est pas infiltré au fil des siècles. De plus, la nature volcanique de la région ajoute une complexité supplémentaire à l'analyse. Un autre parallèle pertinent est le monument de Yonaguni au Japon. Découvert en 1986 par le plongeur Kihachiro Aratake, il s'agit d'une structure sous-marine aux formes géométriques que beaucoup considèrent comme une pyramide submergée. Le géologue marin Masaki Kimura a consacré une grande partie de sa carrière à son étude, affirmant que les formes rectangulaires, les escaliers et même les entailles dans la pierre indiqueraient une intervention humaine à une époque très ancienne, lorsque le niveau de la mer était plus bas. Les sceptiques, cependant, soulignent que les roches sédimentaires de la région peuvent se fracturer naturellement à angle droit. La discussion n'est pas tranchée, mais si Yonaguni s'avérait être une œuvre humaine, elle aurait également dû être construite avant que le niveau de la mer ne monte drastiquement à la fin de la dernière ère glaciaire. Cela remet en question les légendes sur les civilisations submergées, comme l'Atlantide de Platon ou Mu, popularisée par James Churchward. L'Indonésie elle-même, si l'on remonte dans le temps géologique, était bien plus vaste, formant ce que l'on appelle la Sundaland, une vaste étendue de terre reliant une grande partie de l'Asie du Sud-Est avant d'être engloutie par l'élévation du niveau de la mer. Il est tout à fait possible que des peuples préhistoriques y aient établi d'importants établissements. Lorsque la fonte des glaces est survenue, des dizaines de milliers de kilomètres carrés ont été submergés, détruisant des populations et des cultures. Ces transformations drastiques ont pu être si traumatisantes qu'elles ont engendré des mythes sur de grandes inondations, faisant écho à des récits comme celui de Noé, du déluge de Gilgamesh, des légendes mayas sur de grandes catastrophes et bien d'autres histoires récurrentes dans les traditions anciennes. Gunung Padang aurait très bien pu être une élévation demeurée au-dessus des eaux, abritant des survivants, ou se maintenant comme un centre cérémoniel sacré. Chaque civilisation successive aurait pu construire sur les ruines laissées par la précédente, créant des couches que les archéologues tentent aujourd'hui de décrypter. Il y a aussi l'aspect spirituel et énergétique qui entoure Gunung Padang. Le site est fréquenté par des communautés qui croient en ses propriétés de guérison ou en sa capacité à favoriser une méditation profonde.
supposément amplifiées par la vibration des blocs. En effet, certains chercheurs ont signalé la détection de fréquences qui résonnent lorsqu'on les frappe ou les touche. Ce phénomène est perçu par beaucoup comme une simple coïncidence géologique. Après tout, certaines roches possèdent des caractéristiques résonantes. Cependant, les partisans d'une civilisation ancienne soutiennent que cette résonance aurait été délibérément exploitée par les constructeurs qui auraient peut-être maîtrisé des principes acoustiques bien avant leur formalisation par les sciences modernes. Bien que rien de tout cela ne puisse être définitivement prouvé sans une recherche systématique, la possibilité suscite un profond intérêt. Après tout, des récits sur la capacité à déplacer d'énormes blocs de pierre par le son ou la vibration circulent dans les légendes de nombreuses cultures, bien qu'aucune démonstration concluante n'ait jamais été réalisée. Avec l'interruption des fouilles officielles, le site de Gunung Padang est resté en grande partie sous la garde des habitants locaux, attirant des visiteurs curieux et des touristes désireux de voir de près ce que certains appellent la plus ancienne pyramide du monde. Cependant, toute l'infrastructure qui avait été mise en place, comme l'héliport, a fini par être désactivée, et une grande partie des études scientifiques s'est retrouvée paralysée dans l'incertitude. Les livres et articles traitant de Gunung Padang ont tendance à adopter des positions polarisées. Soit ils considèrent le lieu comme la preuve incontestable d'une civilisation perdue, soit ils le prennent comme un exemple de la manière dont le désir de croire au mystère peut induire des erreurs d'interprétation en archéologie. Au milieu de ce débat, il reste un ensemble de preuves intrigantes qui mériteraient idéalement une enquête rigoureuse et indépendante, impliquant des équipes internationales d'archéologues, de géologues et d'autres spécialistes, utilisant des méthodes modernes et transparentes pour clarifier, une fois pour toutes, l'âge réel des couches profondes. Cet état de suspension n'est pas rare dans les découvertes archéologiques qui remettent en question les paradigmes établis. Il en a été de même, à différents degrés, pour Göbekli Tepe, qui a été sous-estimé pendant un certain temps, ainsi que pour des sites préhistoriques dans des régions comme l'Amérique du Sud, où des datations plus anciennes ont rencontré une résistance académique, jusqu'à ce que des preuves solides d'une occupation humaine bien antérieure à ce que l'on croyait émergent. Avec le temps, de nouvelles fouilles, la validation par différentes équipes et l'accumulation de données tendent à dissiper les incertitudes ou à les renforcer, selon le cas. Göbekli Tepe, par exemple, a fini par être légitimé et figure aujourd'hui dans les manuels scolaires comme une étape incontournable dans la chronologie des grandes constructions humaines. Si Gunung Padang suit un destin similaire, il pourrait bien passer du statut de curiosité ignorée à celui de pièce maîtresse de l'histoire de l'humanité. Un autre élément à ne pas négliger est la dimension nationaliste ou culturelle. Pour l'Indonésie, présenter au monde un monument rivalisant en ancienneté et en importance avec les pyramides d'Égypte serait une immense source de fierté et un atout pour le tourisme. Cependant, ce même facteur peut exercer des pressions pour que les découvertes soient interprétées de la manière la plus sensationnaliste possible, au détriment de la rigueur scientifique. De même, certains suggèrent que des forces opposées, internes ou externes, préféreraient que ces découvertes restent obscures, évitant ainsi d'ouvrir la porte à des théories exotiques remettant en cause les dogmes historiques. Il n'est pas difficile d'imaginer que les enjeux sont nombreux, tant sur le plan académique que politique. En conséquence, Gunung Padang demeure dans une sorte de limbo, tandis que ses pentes recouvertes de végétation continuent peut-être à dissimuler des secrets. Dans ce contexte, il est inévitable que les théories sur les civilisations perdues entrent en scène. Des légendes comme celle de Mu, de l'Atlantide, de la Lémurie ou de la Sundaland incluent souvent des récits de catastrophes naturelles ayant englouti des royaumes entiers. Certains voient dans la région du Pacifique les traces d'un vaste continent disparu, détruit par des éruptions volcaniques, des séismes ou la montée du niveau de la mer.
Le chercheur James Churchward, au XXe siècle, affirmait avoir découvert en Inde des tablettes racontant l'histoire d'un continent nommé Mu, peuplé de millions de personnes qui auraient développé des technologies avancées. Pour la plupart des archéologues, il ne s'agit que de pure fantaisie, car il n'existe aucune preuve empirique de l'existence et de la disparition d'un continent entier dans cette région. Toutefois, des vestiges submergés comme Yonaguni et d'autres sites plus modestes découverts dans les mers de Chine, de Thaïlande et du Japon soulèvent des questions sur des territoires considérables qui, en effet, étaient émergés avant la fin de la dernière ère glaciaire. Quoi qu'il en soit, la simple possibilité que d'autres sites comme Gunung Padang puissent exister, ensevelis ou submergés, renforce l'idée que l'histoire linéaire que nous apprenons à l'école, selon laquelle la civilisation aurait émergé il y a environ 6000 ou 7000 ans au Moyen-Orient avant de s'étendre progressivement, pourrait être incomplète. Il est possible que des foyers de civilisation plus anciens aient existé avant d'être détruits par des catastrophes naturelles ou même par des conflits. Lorsqu'on sait que les premières villes connues de Mésopotamie datent d'un peu avant 4000 ans avant Jésus-Christ et que la civilisation égyptienne a émergé vers 3000 ans avant Jésus-Christ, l'idée d'une construction datant de plus de 10 000 ans devient encore plus frappante. Et Gunung Padang nous pousse à nous demander si 10 000 ans pourraient devenir 20 000 ou 28 000 si les fouilles venaient à le confirmer. Ce sont des chiffres qui placeraient l'humanité à un niveau bien différent de celui proposé par la théorie admise. Il est également essentiel de réfléchir au rôle des grandes variations climatiques dans l'histoire humaine. Entre 20 000 et 10 000 ans en arrière, la fonte des calottes polaires a considérablement élevé le niveau de la mer, transformant des régions entières. La Sondaland elle-même s'est fragmentée, donnant naissance à l'archipel indonésien que nous connaissons aujourd'hui. Si des populations habitaient des zones aujourd'hui submergées, leurs traces architecturales ont très bien pu disparaître presque totalement, ne laissant que des sites comme Gunung Padang, situés en hauteur et ayant résisté aux eaux. Ce phénomène se répète dans plusieurs régions du monde. Il existe des vestiges submergés en Méditerranée, au large de Malte, dans la baie de Cambay, en Inde, et le long des côtes japonaises. Dans tous ces cas, la question centrale est de distinguer les formations naturelles des structures humaines et de confirmer les datations avec des méthodes rigoureuses. Tant que le débat reste sans conclusion, Gunung Padang demeure enveloppé de légendes locales. Certains disent que ce site a été le théâtre de rituels sacrés pendant des siècles, où chamans et sages se réunissaient pour méditer et chercher un contact avec les ancêtres ou des entités divines. Le nom de montagne de l'illumination renvoie à cette tradition mystique. Même en l'absence de preuves scientifiques, de nombreuses personnes rapportent ressentir quelque chose de différent en foulant ce sol et en touchant les blocs d'andésite. Les récits de pèlerins se guérissant de maladies ou ayant des visions y prolifèrent. Dans un monde de plus en plus sceptique, ces témoignages peuvent être perçus comme de simples suggestions psychologiques. Pourtant, ils ajoutent de la couleur à la narration selon laquelle Gunung Padang ne serait pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un centre de spiritualité. Pour ceux qui croient au potentiel touristique et culturel du site, il serait possible de faire de Gunung Padang une attraction de renommée internationale, en s'inspirant d'autres sites mégalithiques à travers le monde. La structure en terrasse, le long escalier, les vues spectaculaires sur Java et le mysticisme qui y est associé forment une combinaison attrayante. Toutefois, en l'absence de recherches concluantes, il existe un risque de promouvoir le site sur la base d'hypothèses qui pourraient ne pas tenir. D'un autre côté, il y a aussi le risque de laisser cet endroit sous-exploité et méconnu, alors qu'il pourrait devenir un pôle d'attraction pour les passionnés d'archéologie et d'ésotérisme. Pour l'instant, les autorités semblent réticentes à rouvrir les discussions et les initiatives privées sont limitées par l'absence d'autorisation officielle pour des fouilles. Face à cela, la réflexion que Gunung Padang nous inspire est vaste.
Il nous invite à nous interroger sur le nombre d'histoires ensevelies ou oubliées à la suite des grandes transformations de la planète, sur le nombre de fois où l'humanité a pu s'élever avant de décliner au cours de dizaines de milliers d'années. Notre civilisation actuelle serait-elle simplement la plus récente parmi plusieurs autres ayant existé auparavant? Serions-nous en train de répéter un cycle d'ascension et de chute sans même percevoir les leçons que nous pourrions tirer de ces ancêtres lointains? D'un autre côté, il est essentiel de garder les pieds sur terre et de se rappeler que la méthode scientifique est indispensable pour valider ou réfuter des hypothèses. Une chose est d'envisager que Gunung Padang soit extrêmement ancien. Une autre, bien différente, est de l'affirmer sans une base empirique solide, incluant des datations répétées, des fouilles menées avec rigueur, des révisions par des équipes indépendantes et des publications scientifiques strictes. Le même raisonnement s'applique à d'autres découvertes intrigantes comme les structures submergées de Yonaguni ou les controverses autour de possibles villes préhistoriques dans le golfe de Cambay en Inde. Si, un jour, les preuves se consolident, nous pourrons affirmer avec certitude que les racines de notre civilisation sont bien plus profondes que nous ne l'imaginons, remontant à un passé lointain que nous ne comprenons pas encore pleinement. Dans ce cas, Gunung Padang figurerait parmi les grandes révolutions de l'histoire humaine, tout comme l'a été l'acceptation du fait que l'homme moderne a coexisté avec la mégafaune aujourd'hui disparue, ou la reconnaissance que des peuples pré-céramiques ont érigé des monuments à Göbekli Tepe. Mais en attendant, l'incertitude demeure. Et c'est précisément cette incertitude qui entretient la fascination, alimentant les débats dans des forums, des documentaires, des blogs et des livres diffusés à travers le monde entier. Pour beaucoup, Gunung Padang symbolise la résistance à une vision figée du monde, où l'histoire officielle ne pourrait être remise en question. Certains reprochent aux manuels scolaires de se baser sur des preuves trop sélectives et simplifiées, ignorant des éléments qui pourraient bouleverser les datations acceptées. Cependant, il est important de rappeler que la science, en général, évolue lorsque les preuves sont irréfutables. Si Gunung Padang contient réellement une architecture vieille de 28 000 ans, par exemple, il suffirait que des chercheurs indépendants, en suivant des protocoles acceptés à l'échelle mondiale, confirment cette information pour que progressivement, l'ensemble du milieu académique soit contraint de réviser ses positions. Des changements radicaux de ce genre ont déjà eu lieu, bien qu'ils prennent généralement du temps et rencontrent d'abord une forte résistance. En attendant, le site continue d'inspirer curieux, chasseurs de mystères et chercheurs alternatifs qui y voient un portail vers une époque perdue, un emblème de civilisation disparue et, qui sait, un avertissement sur le fait que des cycles de destruction environnementale ont peut-être anéanti d'autres cultures avant la nôtre. L'Indonésie étant un pays marqué par les volcans, les séismes et les tsunamis dévastateurs, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une grande civilisation ait été littéralement ensevelie sous les cendres, ébranlée par des secousses ou balayée par les vagues. Il n'est pas non plus improbable que la mer ait progressé suffisamment rapidement pour engloutir des cités et contraindre des populations entières à migrer vers des terres plus élevées. Si ce processus s'est déroulé relativement vite à l'échelle géologique, il n'y avait sans doute aucune garantie que les habitants de l'époque puissent réagir autrement qu'en fuyant. Ce qui a été laissé derrière a peut-être été effacé par le temps, ne laissant derrière lui que des énigmes comme Gunung Padang. En fin de compte, cette colline mystérieuse, ou cette pyramide, comme certains préfèrent l'appeler, est une leçon d'humilité sur tout ce que nous ignorons encore de notre propre passé. Nous sommes les héritiers d'une histoire qui pourrait être cyclique, jalonnée d'apogées et de déclins, de progrès et de recul, dont nous ne conservons que des fragments épars dans les sites archéologiques. Chaque nouvelle découverte est une brèche qui s'ouvre, nous permettant d'entrevoir un éclat de ce que nous avons été. Et Gunung Padang pourrait bien être une brèche plus large,
qui, si elle était pleinement explorée, éclairerait notre compréhension des origines de la civilisation d'une manière que peu auraient anticipée. Bien qu'elle ne soit pas la pyramide la plus ancienne du monde, ou que les datations de 28 000 ans ne soient finalement pas confirmées, Gunung Padang a encore beaucoup à nous apprendre sur les populations de la période néolithique, sur la manière dont ces constructions en terrasse étaient liées aux croyances, aux rites et aux pratiques cérémonielles. L'escalier monumental de 370 marches, la forme des blocs d'andésite, l'usage du mortier, tout cela n'est pas anodin. Cela révèle un niveau d'organisation et une force de travail considérable, que ce soit en 2500 avant Jésus-Christ ou à des époques encore plus lointaines. Cela atteste également que notre capacité à concevoir et à ériger des structures impressionnantes est plus ancienne et plus répandue qu'on ne l'imagine souvent. Il n'est pas nécessaire de remonter si loin dans le temps pour voir que l'histoire humaine est pleine de surprises. Avec une technologie rudimentaire, mais une grande détermination, les peuples anciens ont accompli des exploits qui nous laissent encore aujourd'hui perplexes, comme en témoigne la construction de Stonehenge ou des pyramides sud-américaines. Gunung Padang s'inscrit dans cette série d'exploits. La grande question est de savoir si elle dépasse tous ces exemples sur l'échelle du temps, émergeant d'un passé où l'on situe généralement seulement de petites tribus nomades. Si un jour, les fouilles reprennent sous la supervision d'équipes variées, utilisant les méthodes scientifiques les plus avancées, et qu'elles confirment l'existence de couches de construction bien plus anciennes que les civilisations classiques, alors l'impact culturel et scientifique sera considérable. De nombreux préjugés historiques tomberont et il faudra expliquer comment ces peuples ont acquis une telle maîtrise de l'ingénierie, du transport des blocs, de la manipulation des métaux et possiblement de l'acoustique. Il sera nécessaire de replacer Gunung Padang dans le contexte des transformations climatiques du Pléistocène et des flux migratoires qui se sont intensifiés après la déglaciation. Peut-être découvrirons-nous l'existence d'autres sites corrélés dans la région de Sundaland, qui sait, submergés, venant appuyer la thèse d'une civilisation locale aux racines millénaires. En attendant ce moment, il ne nous reste que la patience et la curiosité. La patience d'attendre les investigations et les révisions nécessaires, et la curiosité de chercher dans l'archéologie moderne et même dans les traditions populaires des indices sur ce qui s'est réellement passé. Gunung Padang peut sembler n'être qu'une colline recouverte de blocs. Cependant, elle pourrait représenter un véritable point de rupture dans le récit historique. Et c'est précisément le genre de sujet qui a le potentiel de captiver les gens du monde entier, se propageant éventuellement sur les plateformes numériques. Car peu de thèmes suscitent autant d'intérêt que la possibilité de civilisations perdues et de secrets hérités de nos ancêtres. C'est pourquoi tant de personnes défendent la poursuite des recherches. Il reste encore beaucoup à analyser. Des cartes géophysiques complètes, des datations répétées, des fouilles profondes et contrôlées pour confirmer les schémas de maçonnerie souterrain et bien sûr la recherche de nouveaux artefacts de culture matérielle qui pourraient, de manière incontestable, révéler l'identité des constructeurs. Ont-ils laissé des inscriptions, des dessins, des statues ou des objets rituels permettant de situer clairement leur époque? Des documents sous forme de tablettes d'argile, d'ossements ou même de gravures sur pierre pourraient-ils être découverts dans des chambres scellées? De nombreuses grandes découvertes archéologiques ont émergé de tombes ou de passages secrets, et Gunung Padang semble suggérer l'existence de salles ou de couloirs souterrains. Cependant, sans poursuivre les fouilles, nous ne le saurons jamais avec certitude. S'il y a une chose que l'histoire de l'archéologie nous enseigne, c'est que parfois, les découvertes les plus surprenantes surgissent lorsque l'on est prêt à creuser au-delà de l'évidence, à affronter le scepticisme et même à contredire les récits établis. Ce fut le cas avec Troie, que beaucoup considéraient comme une simple légende, jusqu'à ce qu'Heinrich Schliemann suive des indices littéraires et découvre des preuves tangibles en Turquie. Ce fut également le cas avec la civilisation de la vallée de l'Indus.
révélés par les fouilles de Mohenjo-Daro et Harappa, élargissant notre compréhension du monde antique. Et ce fut encore le cas avec Göbekli Tepe, qui stupéfia ceux qui affirmaient que des temples monumentaux ne pouvaient exister qu'après la consolidation de l'agriculture et de la vie urbaine. Qui sait, peut-être que Gunung Padang sera le prochain chapitre d'une telle révolution conceptuelle. En fin de compte, quelles que soient ses véritables dates et ses éventuelles connexions avec des cultures préhistoriques, Gunung Padang nous rappelle qu'il ne suffit pas de répéter des dogmes établis. Il est essentiel d'examiner avec attention ce que la Terre garde en silence, offrant des indices et nous appelant à l'audace de rechercher, de comparer, d'expérimenter et surtout de garder l'esprit ouvert. La science ne progresse pas seulement en confirmant des certitudes, mais en les remettant en question. Si cette colline indonésienne constitue réellement une preuve indéniable que notre civilisation actuelle n'a pas été la première à maîtriser des techniques de construction avancées, il nous faudra réécrire de nombreux livres d'histoire, reconsidérer les mythes des grandes inondations avec plus de sérieux et réinterpréter les cultures de la période glaciaire. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette longue réflexion sur Gunung Padang, la pyramide qui pourrait bouleverser toute l'histoire. Ou peut-être ne rien changer du tout si un jour il s'avérait que les interprétations de son ancienneté ont été surestimées. Mais, en attendant, on ne peut nier la grandeur de l'énigme que représente ce site. Il se dresse dans l'une des régions les plus riches en mythes et légendes, sur des terres perdues, portant en lui un potentiel immense pour nous révéler le passé le plus lointain de notre espèce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez probablement autant de curiosité que tous ceux qui ont déjà entendu parler des couches souterraines, des datations au carbone 14 et de la supposée vibration mystique des pierres. Ce sentiment de fascination face à l'inconnu est après tout la force motrice qui peut mener à de futures recherches et à la découverte de la véritable nature de Gunung Padang et de son éventuel rôle dans la redéfinition de notre perception de l'histoire humaine. Merci d'avoir suivi chaque détail de cette exploration. Et si votre soif de connaissances sur les civilisations anciennes n'est pas encore étanchée, n'hésitez pas à découvrir d'autres études sur les légendes de Mu et de l'Atlantide, sur les structures submergées de Yonaguni ou encore sur l'incroyable site de Göbekli Tepe en Turquie qui a bouleversé tout le débat sur le moment et la manière dont les êtres humains se sont organisés pour ériger des monuments. Tant que les mystères de Gunung Padang ne seront pas entièrement révélés, nous continuerons à nous interroger sur la profondeur réelle de nos racines et surtout sur la possibilité que notre espèce ait emprunté à plusieurs reprises des chemins d'essor et de déclin à travers des millénaires que nous commençons à peine à entrevoir. Après tout, la curiosité humaine est aussi inépuisable que les surprises que la Terre elle-même semble garder enfouies sous ses strates d'histoire. Puissions-nous un jour contempler avec clarté tout un passé qui, pour l'instant, demeure enveloppé de mystères. D'ici là, continuons à fouiller, à étudier et à imaginer, car chaque hypothèse, chaque découverte et chaque nouvelle question nous rapprochent un peu plus de qui nous sommes réellement.